Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Pierre-Jean Chalençon dans La Série. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir au Palais Vivienne à Paris. Quelle joie de t'avoir ici, dans cet endroit historique et hystérique. Ouh, des promesses, des promesses. Alors pour débuter cette discussion sans filtre, je souhaite que tu nous parles de Pierre-Jean Chalençon, que le grand public ne connaît pas. Qui es-tu vraiment, Pierre-Jean ? Oui, je pense que Pierre-Jean Chalençon est un personnage, une personne qui est un amoureux de la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être encore plus amoureux de la vie vu tout ce qui se passe autour de nous. Et moi, je pense que Pierre-Jean Chalençon, c'est un gamin qui a voulu vivre ses rêves. Je pense que c'est un gamin, je suis toujours un gamin qui a pris le taureau par les cornes et qui s'est dit si tu fais pas ce que tu as envie, tu le feras jamais. Et c'est vrai que depuis maintenant quand même 52 ans, puisque j'ai 52 ans, je m'amuse beaucoup et c'est vrai que il y a des gens qui ont des regrets. Moi, je n'aurais pas de regrets. J'aurais fait ce que j'aurais voulu. J'aurais fait le tour du monde. J'aurais été matelot sur la Jeanne d'Arc. Je me serais engagé. J'aurais été à New York près de 150 fois. J'aurais rencontré des personnalités uniques qui, pour la plupart, sont disparues parce qu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'on voit beaucoup de personnalités. C'est plutôt des hermaphrodites. Mais je me serais bien amusé. C'est vrai que des fois, je le pense comme ça. Des fois, je me dis si demain ça devait s'arrêter, eh bien, je crois que j'ai tout fait. Je suis un homme heureux. J'ai vraiment vécu. J'aurais tout vécu. J'aurais vécu la gloire, la richesse, comment dirais-je, le buzz, l'amour, plein de choses. Et c'est vrai que j'aurais monté cette collection, j'aurais eu un palais, mais j'aurais été aussi quelqu'un proche des gens, parce que c'est surtout ça qui est important. Et donc je pense que Pierre-Jean Chalençon, oui, c'est quelqu'un de plutôt très sensible, qui donne une image un peu de foufou, mais qui est loin d'être un foufou. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Et je pense d'ailleurs c'est aussi pour ça que je dérange, et qu'on m'a fait un peu la peau à certains moments. Mais ce qui est dément, c'est que je suis toujours là, que je suis toujours d'attaque, et j'avoue que j'ai un malin plaisir à me lever le matin en me disant qu'est-ce que je vais faire de nouveau. Quand tu es dans ton Palais Vivienne, face à ce miroir, alors des miroirs, il y en a dans toutes les pièces, ouais. Mais celui-ci en particulier, dis-nous Pierre-Jean, que vois-tu ? Je vois le poids des âges. Je retrouvais des photos il y a quelques jours, je faisais du tri, et je me disais quand même, on ne pense pas qu'on change, mais qu'est-ce qu'on change quand même. J'ai fait il y a quelques temps, je voyais un de mes amis qui s'appelle Christian Lebon, qui est un garçon qui fait de la chanson, que j'ai connu avec Charles Trenet il y a plus de 30 ans. Et la dernière fois, j'ai dit, tu ne changes pas? Et il me dit, non, toi non plus. Puis après, j'ai retrouvé des photos de lui et de moi. Je dis, quand même, on a sacrément changé. Mais au fond de moi, comme je te disais il y a quelques minutes, je suis toujours un adolescent. J'aime rire, j'aime faire la fête. Je ne suis pas calculateur pour un sou. Et je suis surtout quelqu'un de très spontané. J'ai une vraie spontanéité, ce qui a fait mon succès entre guillemets à France Télévisions, parce que tout ce que je faisais dans l'émission Affaires conclues, c'était pas scripté, il y avait pas de scénario, c'était vraiment moi. Et je suis d'ailleurs, souvent les gens me disent, mais c'est étonnant, vous êtes pareil qu'à la télé, vous êtes pareil. Oui, parce que je suis moi, et c'est peut-être ça qui a marché. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que je suis toujours, même si je suis parti de cette émission, la mascotte de cette émission. Alors que personne ne m'a remplacé dans cette émission, que aucun des animateurs de l'émission aujourd'hui n'est connu. Ce sont tous entre guillemets des amateurs ou des seconds couteaux, même si c'est pas méchant de dire ça, mais c'est la vérité. Et voilà, j'ai vraiment une chance folle d'avoir cette caractéristique. Et c'est même pas la télévision qui m'a donné ça. Je m'en rends compte parce que quand j'étais gamin, quand j'ai connu Charles Trenet, Charles Aznavour et tous ces gens, Jacqueline Pagnol et Gilbert Rozon, quand même, qui a été le grand Manitou, c'est lui qui a créé Laurent Ruquier, tous ces gens-là. Et moi, j'étais ami avec eux. Et ces gens-là, pourquoi ils étaient amis avec un gamin de 15 ans, de 16 ans, qui était pas connu, qui avait pas d'argent, son père était journaliste, enfin, j'avais rien d'extraordinaire, j'étais pas forcément plus beau que ça, pas plus laid non plus, mais enfin.
Eh bien, je pense qu'en fait, c'est parce que j'avais quand même déjà un charisme ou quelque chose d'exceptionnel. C'est Charles Aznavour m'a dit un jour, mon cher Pierre-Jean, c'est quand même étonnant, tous les gens autour de Charles Trenet. Charles Trenet choisit toujours des gens exceptionnels. Et je lui dis, vous savez, Charles, je ne sais pas si je suis exceptionnel. Il me dit, si, dans ta façon d'être, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et avec le temps, j'ai vu que ça a marché, puisque encore aujourd'hui, même si je ne fais plus de télévision quotidiennement, je suis régulièrement invité sur C8, c'est chez Hanouna. Je fais quand même beaucoup de radio. On parle de moi. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas un jour où je suis pas dans les réseaux, que ce soit dans Paris Match, dans VSD, enfin dans tous les magazines réseaux, je ne sais pas un jour on parle pas de moi. Et je pense que le Palais, ça a été aussi quelque chose de très attractif, mais c'est ma personnalité qui a été très attractive. J'ai connu Michou, j'étais enfant, j'ai rencontré tout le monde, si je peux dire. Et là encore, il y a pas longtemps, j'ai Norman Reedus de Walking Dead qui est devenu un ami. Ça fait 5 ans qu'on se connaît. Les gens sont toujours étonnés, les gens que je connaisse, mais parce que justement, entre personnalités, on s'apprécie et on n'a pas besoin d'avoir un gros portefeuille ou d'avoir une activité télévisuelle ou radiophonique. Les gens, entre guillemets, qui sont des caractères, des personnages, comment dire, se retrouvent. C'est étonnant, hein. Que dirait aujourd'hui l'adulte Pierre-Jean à l'enfant Pierre-Jean que tu as été? Peut-être, tu aurais dû être un peu plus sérieux à l'école. C'est un vrai regret. Oui, je pense. Pourquoi ? Je pense que je suis un peu un self-made man, enfin un autodidacte, comme François Pinault. C'est François Pinault, quand il m'a engagé, quand je suis rentré chez Christie's, en tout cas en 1999, qui m'a dit, vous savez Pierre-Jean, nous avons beaucoup de points en commun. Mon papa n'avait pas déjà une fortune quand même, mais parce que le père de François Pinault avait quand même une certaine fortune. Mais c'est effectivement, je me suis un peu fait tout seul. Et beaucoup de gens se reconnaissent en ça. Et c'est vrai que j'aurais peut-être été un peu plus dans les études. J'aurais été un peu plus assidu aux études. J'aurais peut-être continué. J'aurais peut-être pu passer le concours de commissaire-priseur. J'aurais pu faire des choses différentes, peut-être C'est un complexe aujourd'hui que d'avoir fait peu d'études. C'est pas forcément un complexe, mais ça regrette à mon niveau personnel. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, j'adorais faire la cuisine. J'adore faire la cuisine. Je reçois assez régulièrement. Tout le monde pense que j'ai fait des dîners au Palais Vivienne, que j'ai des chefs. Non, je cuisine moi-même. J'adore cuisiner. J'adore faire ça. Je mets 2 jours à acheter mes ingrédients. Je vais dans 10 boutiques différentes, 10 commerçants. Et j'aime ça. Et en fait, mon regret, c'est de pas avoir continué l'école hôtelière. Ma mère voulait que je fasse je voulais faire l'école hôtelière de Lausanne. Je m'étais inscrit très jeune. À 10 ans, on m'avait inscrit. Et quand il a fallu confirmer l'inscription, ça coûtait assez cher. Et mes parents s'étaient séparés et ne gagnaient pas trop d'argent. Et donc j'ai dit non maman, c'est bon, je vais pas faire l'école hôtelière. Et ça c'est un regret, parce que l'école hôtelière, j'aurais pu faire ça. Même si demain, là j'ai une folle envie, je rêverais d'ouvrir un restaurant. Donc voilà, oui, c'est un regret c'est pas un énorme regret, hein. Il y a des gens qui ont des regrets plus simples. J'ai pas eu mon baccalauréat, la dernière année de mes études, j'ai passé mes nuits chez Castel, chez Régine, etc. Et donc j'ai raté mon bac, alors j'ai toujours été très très bon élève. Et cet enfant, ce jeune enfant, ce Pierre-Jean enfant, était-il heureux? Oui, très très heureux. J'ai eu des parents aimants. J'ai toujours ma maman, mon papa est parti. Après, j'étais fils de divorcé, donc une blessure intérieure, parce que j'étais le seul à l'époque. Aujourd'hui, c'est très commun. Et c'est vrai que quand on me regardait à l'école, ou j'allais chez les amis, etc. Donc ça, c'était une certaine souffrance. Ça, c'est vrai. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu fait le clown, que je me suis un peu plus extériorisé. Mais Un besoin d'être aimé, de ne pas être aussi peut-être abandonné à travers cette attitude de faire rire les autres. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que j'ai toujours été très timide, et souvent les grands timides sont des gens qui s'extériorisent beaucoup. Je serais le même fou que des fois je peux montrer à la télévision ou certaines émissions. Ça, je serais quand même pas normal, quoi. Et qui était déjà comme ça lorsque tu étais enfant. Voilà. Donc je suis quelqu'un en fait de très très peureux. Peureux, c'est-à-dire peur de quoi? Peur de qui? C'est pas, peureux. Oui,
quand il y a une grande assistance, quand j'étais enfant, un peu plus tôt, j'avais beaucoup de trac. J'avais le trac. Et ça, Charles Trenet me disait toujours, écoute mon chéri, si tu as du trac, c'est que tu as du talent. Si tu n'avais pas de trac, c'est que tu n'en aurais pas. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Pierre-Jean, tu penses quoi aujourd'hui de notre société? Je dirais un peu comme Sardou. Je trouve qu'elle est pas belle, notre société. Et pourquoi? Je trouve que, parce que justement, il y a des gens qui se sont malheureusement, les valeurs ont été perdues. Quelles valeurs ont été perdues selon toi? Je pense que les valeurs déjà de la famille. Je ne serais pas comme le maréchal Pétain, famille travail, famille patrie, certainement pas. Mais je dirais que le respect du père, le respect de la mère, le respect de savoir se lever à 8 heures, de savoir déjà se laver ou se braser, le respect du patron, le respect de l'aîné, le respect, tout simplement le respect. Je me sens plus du tout dans cette société. Pierre-Jean, si tu avais un message à faire passer à notre jeunesse, ce serait lequel? Amour des uns, amour des autres, respect, générosité. On ne vit qu'une fois, il n'y a pas deux vies, on n'est pas les films c'est bien, mais on n'est pas, la vie c'est pas Netflix. La vie c'est une vie au quotidien. Si demain il vous arrive quoi que ce soit, on va pas vous remplacer votre jambe. Et encore, on a fait des progrès avec les prothèses. Mais aujourd'hui, on ne vit qu'une fois. Quand je vois toutes ces horreurs qu'on a vues récemment, tous ces gens qui meurent, je vois la fille d'Elvis Presley qui est morte il y a quelques jours, 53 ans, 44 ans, c'est quand même terrible, c'est très jeune. Mais oui, quand je vois ce gamin, ce petit gosse là, qui s'est suicidé de 13 ans parce que il y avait une sorte d'homophobie, harcèlement à l'école, etc. J'en ai moins souffert quand j'étais enfant. C'était des harcèlements non pas, c'était un peu homophobe, bien sûr. Mais moi, à l'époque, je savais pas ce que j'étais quand on a 12-13 ans. Et là, quand je vois ce petit gosse qui s'est tué à 13 ans, mais je trouve ça absolument infâme, abject. Et ça me tue. Et c'est pour ça que cette société, je dis, elle est violente, elle est très violente. On n'avait pas ça à l'époque. Et les réseaux sociaux, tu en penses quoi? C'est horrible. Je pense que c'est la fin du monde. Parce qu'en fait, tout le monde peut parler et tout le monde peut dire les choses les plus ou moins bonnes ou plus ou moins vraies. Et je suis le premier à utiliser les réseaux sociaux. Mais ce sont pas les réseaux sociaux qui m'ont fait. Ce sont plutôt les réseaux sociaux qui m'ont démonté. Mais parce qu'en fait, la jalousie, la méchanceté, n'importe qui peut t'insulter, n'importe qui peut dire des horreurs sur toi, et c'est publié. Et les réseaux sociaux, le problème, c'est que l'anonymat, car les 80% des gens qui disent des horreurs sur toi sont dans l'anonymat. Ils vont s'appeler la sorcière mal bien aimée, ou alors langue de chair, ou ce que tu veux. Et toi, par contre, mon nom, c'est Pierre-Jean Chalençon. Donc quand je dis quelque chose, c'est moi. Donc je serais d'ailleurs pour une interdiction de l'anonymat des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux devraient être comme une carte d'identité. Vous dites quelque chose, vous assumez vos actes. Moi, quand je parle, j'assume. Parlons de l'affaire conclue. Avec le recul que tu as aujourd'hui, que penses-tu de cette aventure et surtout de la fin de cette aventure? Même si on a bien compris que quelque part, il y avait quand même une légère frustration. Oui, bien sûr. Et une énorme déception. Oui, et puis surtout, c'était pas gentil ce qu'ils m'ont fait. Et j'ai fait de la télévision indirectement grâce à Laurent Juppé, le fils d'Alain Juppé, qui était un copain d'un de mes amis et qui me dit, écoute, qui me rencontre et qui me dit, écoute, j'ai une nouvelle émission qui doit être en préparation. T'es absolument le type parfait pour ça. Je vais te mettre en relation avec Jean-Louis Blot. Et quelques temps après, Jean-Louis m'appelle et me dit, écoute, on prépare une émission avec Stéphane Bern, j'aimerais que tu en fasses partie, etc., etc. Moi, j'y venais d'acheter le Palais. Je me suis dit, écoute, c'est une bonne idée pour le Palais, ça sera une bonne image pour le Palais. Et puis, l'histoire a fait que, Stéphane Bern n'a pas fait l'émission parce que il en avait marre. Enfin, ça lui plaisait pas trop. Erreur pour lui, je pense, parce que c'est quand même une émission qui est très porteuse. Et ils ont mis Sophie Davant, d'ailleurs, qui était au départ, personne n'en voulait, et Jean-Louis Blot encore moins. Et c'est vrai qu'au départ, c'était un peu compliqué parce qu'elle faisait la gueule. On l'a fait souvent, mais elle faisait la gueule et les audiences n'étaient pas terribles. On était à 4,5, 5. Et puis tout d'un coup, ça a commencé à monter. Les audiences ont commencé à devenir plus qu'intéressante, et puis on a fait le job. Sans Julien Cohen et ton serviteur, l'émission elle aurait duré 2 mois.
Et ça aurait été un flop, comme beaucoup d'émissions dans l'Antiquité d'ailleurs. Parce qu'après, Jean-Louis a essayé de monter d'autres émissions sur M6, sur d'autres émissions, ça a été des flops. Non, je pense qu'on avait une personnalité, cette personnalité a fait l'émission. Pierre-Jean, quelle est ta plus grande déception dans la vie? De ne pas avoir trouvé l'amour. J'ai réussi, parce que ça veut dire quoi réussir? Ça va, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi ça va, ma vie est assez agréable. Tu es connu, tu as un petit peu d'argent, tu as beaucoup d'amis. J'ai des amis, j'ai quand même des vrais amis, j'ai la santé, ça c'est pourtant pour moi un principal. Mais oui, le mais vrai tu n'as amour. pas l'amour. Mais non. Alors pourquoi tu n'as pas l'amour? Et c'est ça parce que je pense que je dois être un monstre en fait. C'est-à-dire? Parce que je pense que j'ai un caractère qui doit être très très entier et que je dois faire peur aux gens. Alors des amants, j'en ai beaucoup, c'est pas un problème ça. Mais l'amour c'est beaucoup plus important et je suis tombé amoureux d'un ou deux garçons dans ma vie et puis ça n'a jamais À un moment ou à un autre, ils s'en vont. Ou c'est toi qui les quittes? Non, je ne quitte jamais personne. Je suis d'une fidélité sans faille. Tu as connu 2 fois l'amour, oui. C'est-à-dire, ça a duré combien de temps? Il y en a la première 20 ans. Relation. 20 ans. 20 ans. Comme lui était un garçon qui aimait aussi les dames. C'est un peu compliqué, mais on continue à se voir de temps à autre, mais bon, c'est compliqué. Comme ami ou comme amant? Les deux. Les deux. Et le deuxième? Et ça le a duré deuxième, combien de temps? ça a duré 7-8 ans aussi, et pareil, il aime les dames, et tout ça, donc c'est compliqué, et puis maintenant il veut plus rien. C'est eux qui sont compliqués ou c'est toi qui est compliqué? Si tu aimes des garçons qui sont bi, en soi, c'est compliqué. Eh oui, c'est compliqué, parce que moi je suis compliqué aussi, voilà. Alors pourquoi? Pourquoi ne pas aimer tout simplement un garçon qui aime les garçons? Parce que ça m'est jamais arrivé, c'est étonnant. Hein, et pourquoi? J'en sais rien. Mais tu dois le savoir au fond de toi. Parce que c'est peut-être l'homme. J'aime les hommes qui vont voir les femmes. Mais on est beaucoup, il y a beaucoup de gays comme ça. Et parce que j'aime la difficulté aussi. Je suis quelqu'un qui suis dans le challenge. Quand c'est trop facile, ça ne me plaît pas. Et j'aime justement ce côté un peu inaccessible, qui en fait est très accessible, parce que croyez-moi, chers amis auditeurs, il n'y a rien de plus facile que de se taper un mec hétéro ou bi. Ça c'est clair. Je créerai un livre un de ces jours là-dessus, ça va vous faire rire. Mais c'est prévu l'écriture de ce livre? Oui, j'ai 2-3 bouquins en vue là, parce que comme je te le disais, je suis en train de refaire beaucoup de choses dans ma vie. Je sais pas si je vais rester en France, je ne sais pas si je vais bouger, je ne sais pas si tout ça est un peu aléatoire. On est dans une telle période que peut-être que dans 3 mois on sera atomisé par une bombe atomique envoyée par oncle Poutine. Vu que on est dirigé par des pantins qui font que des conneries, donc peut-être que comme on a un hystérique au Kremlin, on sait jamais quoi. Mais parlons d'amour, ton type d'homme idéal. Moi, tu peux nous le décrire? Alors physiquement. Physiquement, il ferait 1m82, 85. Ah oui. Gueule un peu avec carnet, tu vois, avec un peu boxeur, j'aime bien, musclé, voilà, sportif, viril quoi, le beau mec. Voilà, ça c'est mon tendre et en même temps viril quoi. Oui, tendre et puis affectueux. J'aime beaucoup j'aime faire des câlins. Je suis un grand fan de câlins. Et toi, quel genre d'amoureux es-tu? Je suis un passionné. Je veux dire, quand j'aime passionnément. Je suis prêt à partir à faire le tour du monde avec le garçon, même avec la fille, parce que j'ai aimé aussi des femmes. Mais bon, les hommes, c'est plus ma cup of tea. En fait, je suis un passionné dans l'histoire. Là, on se parle, et puis je te regarde aussi le portrait de Napoléon qui est derrière toi. Ça aurait pu être ton type d'homme, Napoléon. Ah oui, totalement. Et pourtant, il fait pas 1m80, non, c'est 1m68. Oui. Mais bon. Ah oui, non, mais lui, oui, je pense qu'en fait, c'est l'homme de ma vie, lui, c'est l'homme de ta vie. Ah oui, franchement, mon Dieu, si j'avais pu. Mais le fait d'être connu, est-ce que ça ouvre pas plus de portes? Est-ce qu'il n'y a pas plus d'opportunités pour pouvoir rencontrer l'homme ou les hommes de ta vie? Alors oui ou non. C'est-à-dire que, crois-moi, j'ai reçu, tu peux pas savoir, ces dernières années, des photos, des vidéos, des gens qui m'attendaient en bas de la maison du palais. Mais des photos de leur visage? Des photos précises, plus intimes. D'accord, plus intimes. Des photos coquines. On a compris. Et alors? Alors moi, ça me bloque, mais alors totalement non, au contraire, je suis quelqu'un ça m'a bloqué. Alors je vais te dire un truc, je n'ai jamais, mais vraiment sur la tête de mes parents et de tout ce que j'ai de plus précieux au monde, jamais utilisé cette notoriété pour avoir des relations avec qui que ce soit. Tu te sens seul parfois? Je me sens seul très souvent. Cette solitude, de quelle façon? Je me sens seul très souvent.
Je suis quelqu'un de très fort. Mais la solitude est une amie ou c'est quelque chose qui est assez difficile à porter? La solitude est une amie quand je l'ai décidé, mais quand elle m'est imposée, elle est assez épouvantable. Mais tu te vois vieillir seul? Oui, ça ne me dérangerait pas. Alors là, déjà, j'ai déjà bien vieilli, donc... Non, après, vivre avec des copains ou des copines dans un château, dans un chalet, j'en sais rien. Je me sens aussi bien au Ritz que je me sens aussi bien dans des chambres de bode ou j'ai tellement, tu sais, c'est moi, le fantasme de beaucoup de gens. Moi, j'ai connu la merde, j'ai connu aussi les plans galères. Faut pas croire ce qu'on vous dit. Je suis pas né avec une cuillère en or ou en argent, donc je te dis, on en a fait des choses. Et prendre le métro ne me dérange pas, je le prends encore même assez régulièrement. Et tu rencontres les gens, et les gens te parlent de quoi lorsqu'ils te reconnaissent? Mais comment, qu'est-ce que vous faites là? 99% des gens dans la rue me disent ne changez pas, on vous aime. Voilà. Et ça c'est important parce que je suis en phase avec les Françaises. D'ailleurs c'est ce que m'avait dit une fois Brigitte Macron. Je déjeunais à l'Élysée avec elle et elle m'avait dit vous êtes très populaire, vous êtes aimé des Français. Et je dis écoutez, c'est vous qui le dites, oui effectivement je pense, mais elle m'avait d'ailleurs demandé 2-3 conseils. Mais ça C'était quoi? Les conseils qu'elle t'a demandé? Non, tu peux nous en parler. Aujourd'hui, on se dit tout. T'es obligé. Autrement, je ne pars pas. Je reste pas les Vivienne. C'était des conseils concernant justement les gilets jaunes. À l'époque des gilets jaunes. C'était assez étonnant d'ailleurs. Je raconterai ça plus tard. Ça montrait que elle aussi, elle est seule. Et ça montrait que ce sont des gens qui eux aussi sont seuls et qui l'exercice du pouvoir est un exercice très compliqué. Tu es l'ami de certains politiques. Tu connais beaucoup de gens. Tu as une proximité avec Madame Macron. Non, pas plus trop depuis quelque temps. Pourquoi? Que les politiques n'aiment pas les choses qui sont un petit peu trop buzzées. Quand on fait trop le buzz, c'est compliqué. C'est compliqué et je lui en veux pas. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et quand je la verrai, on se fera la bise. Aujourd'hui, on est dans un monde où justement, plus on est au sommet, plus on est fragile. Et la moindre image ou la moindre chose peut baisser. Ça qui est terrible, parce que ces gens-là, quand on pense qu'ils sont d'une puissance, etc., sont en fait d'une fragilité et souvent malheureusement mal aiguillés au niveau des médias ou de leur image publique. Récemment, écoute, j'ai dîné récemment avec Patrick Poivre d'Arvor par hasard. Elle était dans un hôtel, on s'est embrassé parce qu'on est très amis je suis très ami avec Patrick. Et on parlait de ça justement. Et Patrick, parce que les gens étaient très surpris que je sois si proche de Patrick. Et Patrick m'a dit, il y a beaucoup de gens dans notre métier où on l'apprécie pas forcément, mais il y a des gens qu'on aime beaucoup. Et Pierre-Jean fait partie de cela. Et ça m'a beaucoup touché parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui. Mais il y a des gens qui aujourd'hui ne veulent plus se montrer à côté de Patrick Poivre d'Arvor parce qu'il y a eu ces histoires machin. Mais moi je dis l'amitié c'est l'amitié, il a tué personne quand même. Enfin il y a un moment faut arrêter quoi. C'est quoi ces gens-là qui balayent déjà devant leur porte et eux qu'est-ce qu'ils font? Moi j'étais proche de Charles Trenet, plus que proche. J'étais quand même son fils. Charles Trenet a quand même eu des problèmes terribles dans les années 60 où on l'avait critiqué, on avait dit qu'il avait fait de la pédophilie. Enfin c'est quand même monstrueux. Il a été blanchi, il a quand même fait 3 mois de tôle à Aix-en-Provence à l'époque. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'à l'époque j'avais défendu Jean-Luc Lahaye, où j'avais été d'ailleurs chez Hanouna, et il m'était fait insulter, je m'étais fait attaquer comme si j'étais moi-même un pédophile, quelle horreur. Jamais de la vie, je pourrais jamais faire des trucs pareils. Moi j'aime les hommes, j'aime pas enfin bon, pour moi ça me paraît surréaliste. Mais j'avais tellement connu Charles jusqu'à la fin de ses jours, il est mort à 88 ans, m'en parlait régulièrement, ça l'avait blessé, et je me suis dit mais je ne peux pas laisser ce garçon que je connais. Il a peut-être fait des choses, etc. Mais tant qu'il n'a pas été jugé, on n'a pas. Enfin, je veux dire, voilà, il y a pas de mort d'homme, il y a des choses tellement horribles qui se passent aujourd'hui. Et tu sais, ça me fait penser un peu quand j'ai eu ce problème de dîner pseudo clandestin. Et le même week-end, Bernard Tapie s'est fait tabasser avec sa femme alors qu'il était mourant. Les gens, ça a passé en l'espace de quelques secondes. On n'a pas à peine parlé. Et moi qui avais absolument rien fait, d'ailleurs, j'ai absolument été lavé de tout soupçon et de tout truc. Mais bon, c'est les médias. Mais je me dis c'est quand même hallucinant. C'est pour ça que je te dis on vit une époque horrible où on peut tabasser un homme mourant avec sa femme, qui est quand même Bernard Tapie, etc. D'ailleurs les types n'ont jamais été retrouvés. Et toi t'es là dans un truc, t'essaies de sauver t'as ton entreprise parce que t'as pas eu d'aide de l'État, parce que t'as les prélèvements qui tombent, etc. Et que tu te dis comment je vais faire et que t'essaies de t'en sortir et on te tombe dessus comme si t'étais un criminel.
criminels, alors que je vois aujourd'hui qu'on donne des centaines de millions à l'Ukraine, ou des centaines de millions ou des milliards d'euros à des pays dont tout le monde se branle. Non, mais il y a un moment, ça va, quoi. C'est bon. Je suis fatigué de tout ça. Aujourd'hui, Pierre-Jean, quelle est la personne la plus importante dans ta vie? La plus importante dans ma vie, c'est moi. Je veux m'occuper de moi aujourd'hui. J'ai trop été généreux ou j'ai trop délégué auprès de gens. Et pour être déçu et trahi, j'ai pendant des années eu un assistant que j'ai sorti du ruisseau, je l'ai mis au firmament, et il m'a trahi il y a quelques années avec un coup de poignard absolument odieux. Quelle était sa trahison? Dans le business, il a monté des affaires parallèles à moi. Enfin bon, un truc assez terrible. Et alors, je le considérais vraiment comme mon fils. Je l'avais même mis sur mon testament. Enfin, toi, j'avais vraiment fait les choses. Et du jour au lendemain, c'est un peu is no good, le type qui veut devenir le calife à la place du calife. Mais il y en a des gens comme ça. Donc aujourd'hui, la personne la plus importante autour de moi, c'est moi, parce que je veux dire, moi aujourd'hui, je veux me préserver. J'ai 52 ans, j'ai eu quand même il y a une douzaine d'années un gros problème de santé. Je devrais même plus être là aujourd'hui. J'ai eu une leucémie, une grosse leucémie. J'avais plus de plaquettes, j'avais plus rien. Ça a été un peu compliqué et voilà. La vie est terrible pour tout le monde. Il faut pas croire que des personnalités qu'on vous regarde, des gens comme Paul Loup Sulitzer que j'adore. Aujourd'hui, Paul Loup, il a 77 ans, il a vendu 40 millions de bouquins, il a plus un rond. Son ex-femme l'a épongé, une voleuse. Le fisc, ça a terminé son affaire. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en France, les gens qui réussissent, on veut toujours les assassiner. Alors, on les assassine physiquement ou financièrement. C'est quand même dément, quoi. Pierre-Jean, je t'invite à laisser un message à toutes celles et tous ceux qui nous font le plaisir de nous écouter. C'est lequel? Eh bien, écoutez, chers amis, je suis ravi de vous d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que 2023, parce que c'est une année aussi de vœux, sera une année riche en événements. Moi, j'espère vous redonner plein de joie avec ce one-man show, les Dessous de Napoléon, que je vais jouer au théâtre de la Gaîté Montparnasse. L'homme de ta vie, Napoléon. Voilà, l'homme de ma vie. Je vais essayer, bien écoutez, j'ai aussi un des projets radiophoniques sur une grande chaîne de radio. Tu peux donner le nom, sans ce cas? Je le donne pas encore parce que ça reste encore un peu un secret. Ça reste un peu un secret, mais voilà, j'ai plein de choses. Et tu parleras de quoi dans cette émission de radio? Eh bien, ça sera une émission feel good, une émission d'histoire, une émission avec l'histoire de la radio, l'histoire de la télévision. C'est pas sur le service public? Non, pas du tout. Je suis un fan du service public. Je lance un appel à Delphine Ernotte, à la présidente de France Télévisions. Madame Ernotte, je rêverais de vous rencontrer, je rêverais de vous voir, parce que malheureusement je vous ai pas rencontré quand j'étais sur France Télévisions, et je pense que malheureusement vous avez été mal aiguillé à l'époque, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et vous savez, dans la vie il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Merci beaucoup Pierre-Jean, porte-toi bien et sois intensément heureux. Je t'embrasse. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier, portez-vous bien et soyez intensément heureux.